Bonjour Thomas Cotte. Salut Aurélien. Merci pour le temps que tu nous consacres pour cette petite interview. On est ravi de te recevoir. Alors, tu es le fondateur de la startup Waver. Waver, c'est en une phrase clé, la mission, c'est redonner à chacun du pouvoir sur sa mobilité. On Exactement. parle de mobilité participative. C'est quoi la mobilité participative? La mobilité participative, c'est assez simple finalement. Simple de le dire, beaucoup plus dur de le faire. C'est être en capacité de construire des offres de transport pour se déplacer au quotidien, pour aller travailler, pour aller faire des loisirs, pour aller faire ses courses avec les gens. Le faire avec les gens. Aujourd'hui, le citoyen, le principe de la démocratie participative en l'occurrence, c'est que chacun puisse réellement faire partie de ce monde dans lequel il vit. Au niveau transport, on est un peu tous d'accord pour dire qu'on ne participe pas à grand chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas toi, mais moi j'ai jamais décidé des lignes des lignes de bus qui sont venues en bas de chez moi. Bon, le ferré, n'en parlons encore pas, mais même, on m'a jamais sollicité sur la mobilité, sur comment je voulais me déplacer. Et puis j'ai jamais eu l'impression que je pouvais me plaindre quelque part de manière constructive. À part pousser un cri sur Facebook, mais ça aide personne. Et on s'est dit une chose simple avec Weaver, où à un moment donné, on s'est dit, si on est capable d'entendre chaque individu, et les technologies aujourd'hui nous permettent d'écouter chaque personne, ce qu'elle a à nous dire, et chaque personne est experte de son trajet du quotidien, on peut modéliser le meilleur réseau du monde, en théorie. Et on s'est dit, passons à la pratique. D'accord. Et donc l'idée de travailler sur cette problématique-là, qui est effectivement une problématique plus que d'actualité, elle t'est venue comment? Comment tu en es arrivé en fait à fonder Wever? Alors, c'est pas quelque chose qui t'arrive d'abord spontanément. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui nous est arrivé spontanément, c'est de créer une start-up dans le covoiturage de courte distance. J'étais à l'école des mines, juste à côté, à Sofia. Je venais de Nice tous les matins et je prenais mon bus 230 à Ferber, donc en bout de ligne. Pour ceux qui savent, qui connaissent, qui l'ont déjà pris, ce bus, il est très régulièrement complet en fait. Donc tu ne sais jamais si tu vas le prendre tout de suite ou dans 40 minutes. Ça arrive. Et donc tu ne sais jamais si tu arrives à l'heure en fait. Et ça nous paraissait dingue en fait de voir autant de voitures, de bagnoles passer avec des places disponibles et d'attendre son bus. Et j'étais vraiment prêt moi à payer pour que je rentre dans une voiture en fait, tout simplement. On a d'abord créé du covoiturage de courte distance. Le covoiturage de courte distance, il se heurte à un vrai problème aujourd'hui, en France et dans le monde d'ailleurs. C'est qu'en fait on n'a pas envie d'avoir un inconnu dans sa voiture, voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Et puis alors la crise sanitaire n'aide pas aujourd'hui. Donc au début, on a tenté, on était outsider, il y avait déjà des leaders en Ile-de-France sur ces sujets-là. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'en effet, le modèle économique n'était pas viable et que ça ne marchait pas comme on le voulait. Sauf qu'on avait déployé des petits questionnaires pour comprendre le comportement des gens à côté et comprendre comment on pouvait les amener à faire du covoiturage. Et on a découvert en 2017, au hasard d'un salon, ProDurable en l'occurrence, qu'il y avait un marché du plan de mobilité. Et que pour faire un plan de mobilité, il fallait trois choses, c'était la loi de transition énergétique qui le disait: diagnostiquer les besoins, donc comprendre ce que les gens vivaient, leurs usages, les freins, les leviers à la mobilité, mettre en place des actions, puis les suivre dans le temps. Et en fait, les tableaux de bord qu'on avait, nous, pour piloter notre propre solution et voir comment on pouvait mieux aider à comprendre comment les gens se déplaceraient en covoiturage, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être le vendre pour faire des plans de mobilité. Et c'est là qu'a commencé notre aventure sur la plateforme de mobilité participative. On a tenté de vendre un plan de mobilité en disant en fait c'est fini les rapports de 250 pages. On peut faire bien plus simple, bien plus rapide avec un outil de pilotage. Et c'est devenu Weaver. Et c'est comme ça en fait que c'est venu. Et je pense qu'en fait on a en nous un ADN un petit peu rebelle au sens constructif du terme. Quand les règles sont aberrantes, on n'arrive pas à rester devant et à se dire ah oui mais c'est comme ça, on ne pourra rien y changer. Et on s'est dit en fait aujourd'hui la mobilité c'est criant, le besoin est criant. Il y a trop de crises, les gilets jaunes, les grèves, la crise sanitaire aujourd'hui encore plus. Mm. La pollution, enfin, quand on regarde simplement le nombre de gamins qui ont des maladies respiratoires en France, ça fait peur. On s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose et le numérique permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, il faut le faire. C'est quoi aujourd'hui le business model de Wever? C'est un logiciel en mode SaaS. Mhm. De la même manière qu'aujourd'hui on a tous notre tableau de bord dans nos domaines, que ce soit le domaine de la banque, que ce soit le domaine du CRM, le domaine des stratégies de contenu ou du pilotage de chaîne industrielle. Ben, c'est pareil sur la mobilité en fait. Les gens qui se déplacent, dès lors qu'on a un tableau de bord pour voir les besoins, des outils pour scénariser, modéliser les solutions et voir leur impact avant même de les déployer. Et puis ensuite les solutions référencées pour les déployer, eh bien, le premier profane un peu intéressé va être en capacité de manager de la mobilité. Donc le business model, c'est une plateforme en mode SaaS qu'on paye de manière annuelle
qui est relativement économe, donc très peu onéreuse par rapport à des cabinets d'études ou des prestations de conseil, qui ne font qu'externaliser mais jamais autonomiser par rapport aux compétences. Et donc c'est une licence qu'on achète chaque année et qui permet de travailler. D'accord. Alors c'est vrai que vous êtes quand même très opérationnel, puis en plus vous avez un acteur majeur aujourd'hui dans le capital. Tu peux peut-être en dire 2 mots. Aujourd'hui, Transdev nous a accompagnés il y a maintenant 3 ans pour nous donner un petit coup de boost. Alors ce qui a été top avec cet acteur, qui est quand même leader mondial du transport et qui est un groupe français, c'est qu'ils nous ont accompagnés sans exiger ni exclusivité ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille très bien avec des opérateurs concurrents de Transdev. Ils ont bénéficié pendant 2 ans de notre R&D à nous aussi, on a pu travailler ensemble. D'ailleurs maintenant, ce travail s'est un petit peu ralenti. Voilà, ils ont obtenu pas mal de choses. On travaille sur des sujets, on a développé des offres ensemble. À côté de ça, nous on poursuit notre développement, on travaille avec d'autres acteurs. Et ça nous a permis justement de vérifier auprès d'un leader que notre théorie, nos hypothèses étaient justes, et puis de les mettre en pratique. Et ça a fonctionné puisque des réponses à appel d'offres ont été gagnées avec ce groupe. On a appris à travailler avec un grand groupe aussi. Et aujourd'hui d'ailleurs, on commence à essaimer avec d'autres acteurs dans le bâtiment, dans le foncier. D'ailleurs, j'ai le plaisir de dire qu'on sera au MIPIM de Cannes sur le stand de l'accélérateur Paris-Samco, Ville Durable. Donc, Paris va présenter Weaver. On aurait aimé quand même que ce soit à un moment donné des acteurs plus locaux, mais les choses se font ainsi, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le foncier a la même problématique aujourd'hui, puis on se rend compte que l'énergie aussi, la mobilité est partout. Donc ce que l'on a fait va pouvoir sortir du scope stricto sensu des acteurs, des opérateurs de mobilité, pour venir toucher toutes les thématiques de la vie quotidienne, les campus, les hôpitaux, les centres commerciaux, etc. etc. Alors Weaver, ça a été créé en quelle année ? Ça a été créé en 2015. À la base, on a gagné un concours, le concours Challenge Jeune Pousse de Télécom Valley. Donc fin 2015, voilà, on dépose les statuts, on est 3 Gugus dans un bureau vide au C2EI à Nice. Ouais, démarré à 3. Voilà, alors voilà, exactement, on a démarré à 3, donc moi avec mes 2 associés qui m'avaient rejoint pendant le concours. Ouais. Et on est parti de rien, on est parti avec une enveloppe de 1 500 € et une salle vide. Ce qui est déjà beaucoup en soi, en fait. Parce que d'avoir un endroit, d'avoir un accélérateur, des gens pour nous écouter, c'est énorme. Et donc on a commencé à essayer de faire du covoiturage, c'est notre première entreprise, donc on a fait plein d'erreurs, on a sûrement été un peu trop sûr de nous, etc. Mais on a aussi été parfois un peu buté et ça nous a permis de continuer, parce que si on avait, je crois, écouté tous les conseils, on se serait peut-être arrêté plus vite, on n'aurait pas pivoté. Alors ça c'est intéressant, parce que quand tu reviens un peu sur ces 5-6 années maintenant d'existence, ça a été quoi les grandes difficultés qui ont vraiment marqué ton parcours d'entrepreneur ? Quelque chose qui te vient tout de suite à l'esprit là et qui te dit si j'avais un conseil ou des pièges à éviter à d'autres. Alors il y a plein de choses, il y a plusieurs choses parce que j'ai énormément appris, j'ai énormément changé aussi pendant ces 5 années. J'ai eu des bonheurs incroyables, j'ai pris des énormes claques, quelques uppercuts. D'abord, il y a une phrase je me suis toujours dit, si je devais donner un conseil, ce serait à un entrepreneur qui commence, écouter tout le monde et n'écouter personne. Alors ça paraît paradoxal, mais en fait non. Toutes les sources de commentaires et de critiques, même un peu malveillantes, sont très riches en fait en enseignement et apprentissage. Mais une fois qu'on a entendu tout ça, il faut assumer et prendre ses décisions. J'ai lu il y a 3 jours, je n'avais pas vu cette citation de Steve Jobs. Alors j'aime pas citer les carrières mondiales, c'est toujours plus facile d'avoir été un grand inventeur milliardaire, reconnu quel qu'il soit, pour dire mais faites comme vous avez envie de faire. Ouais, c'est sûr, mais enfin bon, celui qui a losé 36 fois et qui a toujours pas réussi, il commence à se poser des questions. Mais qui dit en gros, voilà, ayez le courage de faire confiance à votre intuition et à ce que vous voulez faire. La première chose qui a été une vraie difficulté mécanique presque pour nous, c'est que dans notre équipe, il n'y avait pas de développeurs. Et en fait, Weaver s'est construit sur un paradigme, c'est-à-dire une façon de penser, une manière de changer la façon de penser. Et ce qui revenait souvent, et ce qui nous a fait un peu mal, c'est que vous n'avez pas de techno en fait. Donc vous êtes nul en fait, vous ne servez à rien, vous n'avez pas de techno. Et on pensait vraiment que c'était faux en fait. Par contre, effectivement, de s'entourer des forces de développement a été une vraie difficulté parce qu'on ne connaissait pas ce monde-là. On s'est fait un peu balader par des personnes avec qui on travaillait, sur qui on n'avait pas de capacité de management et de contrôle finalement. Et puis parce que ça nous a manqué, en fait, je pense qu'à 2-3 reprises, Weaver aurait pu accélérer comme on le fait aujourd'hui. Mais faute d'une techno fiable, en fait, on a raté, on a déçu, on n'a pas réussi. Donc cet aspect technique était très important, mais aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Il y a même un site, trouve ton CTO. Il y a des choses intéressantes qui sont à faire. Effectivement, on ne peut pas se passer d'avoir quand même ce genre de choses. En revanche, donc un aspect technique, en revanche, l'externalisation est une bonne idée.
on a commencé du coup par externaliser. On a arrêté de vouloir embaucher des développeurs qu'on ne savait pas manager. On est allé voir une boîte de presta et on a fait un POC. Et de là est née la garantie que oui, ça c'était une bonne idée. Et il y a plein de choses possibles. Donc surtout ce qu'il faut, c'est s'entourer des équipes techniques, même si elles ne sont pas en interne. C'est pas grave. Mais Oui, parce que c'est toujours une dualité, un choix qui se prête finalement à chaque start-up, chaque société qui se crée aujourd'hui, c'est de dire est-ce que je dois internaliser, est-ce que je dois externaliser. Alors en fait, on voit que c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre d'ailleurs en fonction du cycle de vie. Oui, et c'est complexe encore parce que quand des actionnaires vont lire un bilan ou des potentiels investisseurs, ils vont regarder les coûts externes et vont dire oh, il y a trop de coûts externes. Oui, mais si j'ai pas de développeur en interne, mon coût externe, c'est un problème ou pas? Combien je maîtrise ma techno? Est-ce que je l'ai protégé ou pas? Donc en plus, c'est complexe. Mais le choix de l'externalisation, quand on ne sait pas faire, je pense que c'est un très bon choix. Parce que le lean startup, c'est d'abord d'essayer de prouver. Il faut rapidement faire du POC, peu importe qu'il soit externalisé. Il faut montrer que l'idée a du sens et qu'elle peut scaler un petit peu au moins au début. Pour en revenir à ta question, la première difficulté que j'ai eue, c'était ça, le côté technique. La deuxième difficulté aussi peut-être, c'est que Weaver, c'est un projet qui est très social, citoyen. Et du coup, qui vient rapidement se confronter aux prérogatives des instances publiques. Et là encore, on a pu être confronté à est-ce vraiment à vous, Weaver, de faire ça? Êtes-vous légitime? Alors aujourd'hui, on n'est plus que jamais. Il y a 4 ans, le discours était un peu le même et pour autant, ça passait pas aussi bien. La barre était peut-être un peu haute. Donc on a régulièrement repivoté jusqu'à réussir à passer la barre. Mais on a peut-être mis souvent très haut. On n'a pas fait les choses forcément dans l'ordre. Parce que normalement, quand on est un start-upper, on commence par montrer un POC qui marche tout de suite. Or, nous, on avait plutôt une vision, et de POC en POC qui ne marchait pas, on a fini par en trouver un qui fonctionnait, qui nous permettait de passer la barre. Oui, puis les mentalités évoluent d'une façon générale sur l'approche des startups, sur l'utilité que ont cette vision de dirigeants qui se lancent, qui sont experts dans un domaine et qui lancent une nouveauté. Absolument, et pour illustrer ce que tu dis, ce qui est très vrai, la vidéo qu'on a fait il y a 2 ans, qui est sur notre site, il y a 2 ans, on nous disait bon, c'est super chouette cette vidéo, mais on ne comprend pas ce que vous faites. Et là, depuis maintenant 1 an, on nous dit ce qui est super, c'est que votre vidéo elle est très claire. Donc oui, il y a eu une évolution de la manière de penser, et on voit bien d'ailleurs que c'est notre métier d'accompagner au changement. Quand les premières bases ont changé, tout s'imbrique derrière. Est-ce que quand même le fait d'avoir ce poids lourd au capital, ça n'a pas renversé quand même la balance en vous plaçant plus comme une jeune entreprise innovante face à des grands groupes, mais plutôt d'avoir finalement un grand groupe face à un grand groupe, finalement? Je suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que ça nous a permis, par contre, de trouver une stabilité pendant un certain temps, des contrats, des POC payants, pour travailler avec des professionnels du métier. En revanche, ça a plutôt eu l'effet inverse de faire un peu peur, parce que quand on est maqué, comme disent certains, avec un groupe, on se dit, du coup, la concurrence vient plus vers vous, etc. On a pu nous regarder comme quelque chose qui était transdev, en fait, finalement. Alors que ça n'est pas du tout le cas, ça n'a jamais été leur intention, ça n'est pas la nôtre, on travaille avec d'autres opérateurs. Ça a même pu un peu nous desservir, parce que quand vous arrivez sur un territoire et que vous êtes proche d'un opérateur, il y a des questions de concurrence, de loyauté par rapport à la concurrence, d'égalité, d'équité de traitement. Et là, du coup, ça n'a pas forcément toujours été facile. Pour nous, on a appris énormément de choses. Et vraiment, je peux le dire aujourd'hui, l'open innovation telle qu'elle doit exister, on l'a réalisée avec Transdev. On avait bossé avec plusieurs groupes industriels avec qui ça n'avait pas fonctionné. Avec Transdev, je leur tire mon chapeau. Ils ont été loyaux, honnêtes, justes. Et on a beaucoup appris, eux et nous. C'est un exemple pour moi d'open innovation. Je ne le dis pas parce que c'est nous. Mais pour le coup, on a travaillé avec des gens brillants là-bas qui ont su gérer ça. Ça a été c'est raison de le souligner parce que c'est tellement rare, effectivement, de trouver un cas réussi aujourd'hui. C'est vrai que la majorité des cas, c'est vrai que la relation grand groupe startup n'est jamais évidente. Le dernier baromètre qui parle de ces sujets-là le montre encore régulièrement, malheureusement. Donc démarrage à 3 et aujourd'hui, vous êtes combien dans la société? Aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine. Voilà, donc, déjà une belle évolution en termes d'emplois créés et puis de durabilité aussi de la société. On en est très fiers parce que c'est 10 CDI, quoi. Donc voilà, on est toujours heureux de le dire. On a créé de l'emploi et de manière durable, donc on en est content. Un mot sur l'accélérateur Le Village, ICA, où vous êtes maintenant depuis une grosse année. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a motivé à candidater dans ce type d'accélérateur? Et puis, finalement, est-ce que vous avez trouvé ce que vous recherchez? Alors, Weaver, c'est une entreprise qui a bénéficié, ou plutôt qui s'est inscrite dans plusieurs accélérateurs. Je ne dis pas bénéficier parce que parfois, ça n'a pas été un bénéfice, mais plutôt des problèmes. Parce que je pense qu'on avait une bonne idée et que du coup, quand on candidatait, on est dynamique. Ça passe bien, on nous sélectionnait pour faire partie d'accélérateurs. Le bilan est très très hétérogène.
On en a fait pas mal, on pourrait en parler. Ce qui a fait la différence au village, ça a vraiment été le côté pratique opérationnel. Beaucoup d'opérateurs d'accélérateurs se vendent très bien en fait. Sur le papier, on voit, c'est toujours pareil en fait. Accélérer votre business, vous conseiller, enfin l'offre elle est toujours la même, avoir des conseils en interne, des formations, et puis il y a un petit côté payant éventuellement. Le village, avec Crédit Agricole, déjà ce qui a été intéressant, c'était de voir, d'assumer le modèle. C'est un modèle à perte, entre guillemets. Le Crédit Agricole le dit, un modèle autonome. Le Crédit Agricole ne pilote pas le village se pilote en fait, avec sa stratégie. Le but, faire du business opérationnel. Et ça, on l'a tout de suite vu parce que plutôt que de venir et de nous brancher avec des conseillers et des consultants, l'équipe du village en fait nous a accompagnés elle-même sur des outils, à travers des outils, à travers un positionnement stratégique, en nous disant qu'est-ce que vous attendez et jusqu'où on va aller. Et donc ça a été très très vite. On est venu en se disant ok, ils le promettent, on va voir. Dans les premières semaines déjà, on l'entendait. On l'a vu, donc ça a été très clair. Et puis on a retrouvé une bienveillance et une efficacité assez dingue. L'équipe dont tu fais partie est réactive dans la journée, mais pas pour accuser réception et revenir vers nous 3 jours plus tard. Il y a tout de suite une capacité de catcher l'un d'entre vous, de lui demander ouais, est-ce que tu peux me donner un avis, en parler. Les plateformes, il y a une vraie compréhension de ce qu'on fait aussi. Je ne suis pas certain que tous les accélérateurs avec qui on a travaillé aient réellement pris le temps de comprendre ce que nous faisons. Je suis même sûr que certains n'ont encore toujours pas compris ce que nous faisons. Et là, il y a eu un temps bienveillant pour comprendre, pour apprendre. Aujourd'hui, on a levé des pistes business. Je ne peux pas encore dire qu'on a fait du business avec le village, mais en tout cas, on s'en rapproche dangereusement. Mais tout ça nous a amené à beaucoup progresser dans la stratégie business. Puis après, il y a le lieu. Voilà, comme je le disais, c'est agréable. Je viens ici bosser le matin. Franchement, bon, déjà, j'ai la chance de faire un métier en étant start-upper d'une boîte dont j'ai la conviction qu'elle est sur le bon chemin. Je n'ai pas l'impression d'aller bosser tous les jours. Vraiment, ça, c'est super agréable. Même si parfois c'est dur, très dur même. J'aime ce que je fais. Et quand je viens ici, je me sens vraiment dans ma tribu. Si on avait pu rester au-delà de la prochaine année ici, on l'aurait fait parce qu'on se sent vraiment bien. Bon, le cadre il est idyllique, Sophia Antipolis c'est magnifique. Mais ce village, voilà, il a une vraie émotion et quelque chose de symbolique. Alors je vais te partager un petit secret là en live sur ce podcast. Ouais. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous le savez. J'ai trouvé ça beau. Hier soir, je suis parti à 19h et puis j'ai entendu un petit bruit. En sortant à côté de la porte d'entrée du village. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une petite maison, enfin c'est une bergeronnette cendrée d'ailleurs, qui a fait un nid dans le boîtier électrique de votre porte en fait. Non. Et j'ai entendu des cris d'oiseaux étranges, j'ai entendu un bruit bizarre, et puis j'ai vu qu'un oiseau dans le pain en fait avait une attitude bizarre, alors que je regardais d'où venait le bruit. Donc je me suis éloigné, puis j'ai observé, je me suis caché un peu, et en fait, il y a un nid qui a été fait dans votre porte, en fait. D'accord. Et ça m'a frappé, en fait, quand on voit cette porte avec ses morceaux de bois, ses cordages, qu'un oiseau soit venu faire son nid, on est presque dans Walt Disney, là, je suis peut-être un peu bisounours, mais... On est bien inclus dans la nature. Alors voilà, c'était parfait comme exemple d'incubation, le nid, s'envoler de ses propres ailes, c'était assez chouette. Non mais blague à part, voilà, l'accompagnement est vraiment d'une très grande qualité. Écoute, merci pour tes retours. Est-ce que tu imagines quoi pour l'année à venir ou les années à venir pour Weaver? Alors honnêtement, j'imagine quoi? D'un point de vue business, j'imagine que Weaver réellement s'évangélise et que la plateforme soit utilisée par un grand nombre de collectivités d'entreprises à un coût faible. On est vraiment dans une logique sociale et d'intérêt général avec ce qu'on fait avec Weaver. Il y a un business derrière évidemment, mais c'est pas notre moteur, l'argent. Donc on a envie qu'il soit d'abord utilisé, compris, intégré aux politiques françaises, ensuite qu'on aille à l'international pour le répliquer. Ce qu'on commence déjà un petit peu à faire. D'un point de vue vision, peu importe la manière, j'aimerais vraiment que Weaver soit approprié par les acteurs qui font et qui œuvrent dans la mobilité, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Parce que je crois vraiment qu'on a développé quelque chose qui peut faire passer la société à un nouveau niveau d'échelle en fait. Et que ce serait un gâchis de ne pas l'utiliser. On le revendique pas au-delà de nos compétences et nos connaissances. Mais quand on a un outil entre les mains pour agir dans un moment où c'est critique, il faut le faire en fait. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est que ça marche. On trouvera les modèles qu'il faut et on fera ce qu'il faut, mais le but c'est que cet outil-là permette de jouer son rôle de manière bienveillante, de manière inclusive. Est-ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui qu'il y a une réelle prise de conscience de ces collectivités publiques sur la matière et est-ce qu'elles sont prêtes à faire ce qu'il faut pour faire bouger les choses ou est-ce que c'est encore voilà, un peu de greenwashing, un peu de... Non, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a été provoquée par deux choses. Contrainte d'un côté et effet de levier de l'autre. Contrainte parce que les crises successives, les grèves, les gilets jaunes,
Qu'a fait l'État? En fait, il a dit, on décentralise la responsabilité, les AOM, hein, la capacité à choisir l'autorité ou pas. Parce que la loi LOM, par exemple, sur le La sujet. loi LOM, exactement. Enfin, la LOM, en fait, parce que le L de l'homme, c'est Oui, loi. Loi ouais. d'orientation des mobilités, elle prévoit de donner ou pas la responsabilité à certaines agglomérations. Et même au-delà, pendant la crise des Gilets jaunes, on a demandé aux maires des villes, y compris des plus petites communes, d'être sur le front. C'est-à-dire qu'implicitement, depuis 24-36 mois maintenant, on a vraiment demandé au territoire de se réapproprier leurs enjeux, ce qui leur vont. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des élections aujourd'hui, on voit bien ces logiques régionales sont devenues très fortes. Il y a des listes qui se sont même construites sur les municipales, très locales, très hybrides par rapport aux grands partis. Donc oui, il y a une prise de conscience de ce côté-là. Et à côté, la crise sanitaire, elle vient de décupler. Nous, ça fait 1 an qu'on travaille comme on n'a jamais travaillé, en fait. Cette crise, elle a révélé Weaver aussi dans son intérêt. Parce que les élus ont bien vu que c'était un levier politique maintenant, d'entendre les gens, de construire avec eux. Les gens ont envie, ont besoin de participer. C'est normal. Et du coup, tout le monde a envie de le faire. La prochaine étape, en fait, que l'on a à faire ensemble, c'est plus de les sensibiliser, c'est d'éviter qu'ils se lancent dans tous les sens et pas de la meilleure des manières. Et j'en parlais ce matin encore avec un ami, je lui disais comment vous pouvez être sûr que ce sont des vélos dont ont besoin vos collaborateurs ou vos salariés ou vos citoyens. Et le risque, c'est de tomber dans un deuxième greenwashing qui est en fait, bon maintenant j'agis, mais j'agis de manière un peu arbitraire. C'est ça. Surtout qu'avec Weaver, on a l'outil pour maintenant ne plus le faire comme ça, économiser, être au bon endroit et prouver le changement. La prochaine étape, c'est ce que j'ai toujours dit, et à l'époque, je disais à Elisabeth Borne, qui était à la base le PDG de la RATP, qui avait soutenu notre start-up en ce début, je lui disais la réussite de la loi de transition énergétique, et maintenant dans la LOM, ce sera la capacité à prouver ou pas. Si on fait tout ce qu'on fait pour qu'à la fin, on ne soit pas capable de prouver réellement les changements de comportement et l'impact, on aura échoué. Et on a les outils pour le faire, Weaver en est un, et je pense un majeur. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on passe à côté. Merci Thomas. Donc on retient que la mobilité doit être participative. C'est super important, c'est quelque chose à retenir. Si on veut retrouver plus d'infos sur Weaver, on va sur weaver.fr, tout simplement. On nous écrit contact@weaver.fr. On répond. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi Aurélien.